Ok, bah, bonjour et bienvenue. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je m'appelle Lé. Donc, si je suis là, c'est parce qu'on était ensemble en fait en prépa et parce que aussi j'ai une chaîne qui s'appelle Science for All, qui parle de maths. Donc, je vous invite à aller voir. C'est une chaîne YouTube qui marche bien. Et aujourd'hui, donc, ce dont j'ai envie de vous parler avant, pour introduire Razvan, c'est de tout ce qu'il y avait avant Enigma et pourquoi est-ce qu'on en est venu à Enigma. Pourquoi est-ce qu'Enigma c'est un peu une solution naturelle qui est venue aux ingénieurs allemands autour de 1918. Donc, avant de commencer, petit contexte historique. Je vais essayer de mettre un peu l'ambiance, on va voir ce que ça va donner. Donc, ça, c'est une image de, d'après vous, Seconde Guerre mondiale. Quel jour exactement pendant la Seconde Guerre mondiale? 6 juin 1944, c'est le débarquement en Normandie. En tout cas, c'est une représentation du débarquement en Normandie, puisque le débarquement en Normandie a eu lieu la nuit. Oui, c'est plus facile d'attaquer de nuit. Donc, il n'y avait pas de photographe pour prendre les photos. Alors, l'attaque du 6 juin 1944, c'est très important, c'est un tournant important de la guerre, puisque c'est le moment où les Alliés vont enfin mettre le pied sur la partie occidentale de l'Europe, la partie continentale de l'Europe. Et ce qui était délicat, c'est qu'il n'y avait pas 36 façons de débarquer, il n'y avait pas 36 endroits où débarquer, et toute la côte était déjà occupée par les nazis. Donc, c'est une image prise de C'est pas sorcier. Et en particulier, voilà, c'est un peu juste cette partie-là qui était intéressante pour les Alliés pour débarquer, parce qu'il faut savoir que, enfin, vous imaginez, vous débarquez avec beaucoup de navires, il faut regrouper tous les navires, il y a énormément de logistique à mettre en place. Vous pouvez pas faire une opération qui va durer 3 jours, parce que sinon il faut ramener tous les ravitaillements pour 3 jours, il faut préparer toute la bouffe et tout ça pour tout le monde. Il faut que ça soit proche, il faut que ça puisse être rapide. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de destinations possibles. Le plus proche ici, c'est Calais. Calais, c'était le plus proche, c'était là la solution de base, en gros. Et sauf qu'ils ont débarqué en Normandie parce qu'ils se sont dit qu'à Calais, il y aurait sans doute trop de forces nazies, que ça serait un carnage. Alors, ils ont même fait un peu mieux que ça. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont essayé de faire pour pouvoir être sûrs de débarquer tranquillement? Oui. Ils ont mis je crois qu'une flotte gonflable sur les côtes de l'Angleterre. Ouais, ils ont fait diversion, quoi. Ils ont donné l'impression. Donc, ils ont fait toute une flotte et des tanks en carton pour donner l'impression que le débarquement allait avoir lieu à Calais. Ils ont même fait un peu mieux que ça. Ils ont rajouté des sortes de mines. Non, c'est des faux corps. Ah, ils ont laissé échouer des corps dans la Méditerranée. Et avec, en fait, c'était des corps déjà morts, mais ils les ont vêtus d'uniformes comme si c'était des uniformes alliés. Ils ont mis des documents à l'intérieur qui donnaient l'impression que le débarquement allait avoir lieu à Calais. Et, en gros, ils ont essayé de tout faire. Ils ont fait toute une campagne de communication, de propagande, pour donner l'impression que l'attaque allait avoir lieu à Calais. Sauf que, bien sûr, ils ne pouvaient pas être sûrs que les nazis allaient mordre à l'hameçon. Il devait, pour vraiment s'assurer que l'attaque allait bien se passer, il devait savoir ce qui se passait dans la tête des nazis. Et c'est là que le décodage des codes nazis, par notamment Turing, a permis de savoir ce qui se passait dans la tête des nazis et de se dire la Normandie, le 6 juin, en fait ils voulaient débarquer le 5 juin, mais bon, le 6 juin, c'était la bonne date, c'était le bon moment pour attaquer les nazis. Alors, je vous parle de ça parce que c'est un peu spectaculaire, mais la plus grande contribution en fait du décodage des codes nazis, c'est pas ça en fait. La plus grande contribution, c'est peut-être davantage le décodage des codes de la marine nazie. Alors, faut se rendre compte que avant 1944, en 1944 déjà, les Alliés sont bien partis, quoi. En gros, on sent que les Alliés ont quand même un pas d'avance, mais avant 1944, c'était pas forcément le cas. Et en particulier, à ce moment-là, les Américains n'étaient pas encore en guerre. Quand les Américains n'étaient pas encore en guerre, vous imaginez que le rapport de force n'était pas tout à fait le même. Et en particulier, à ce moment-là, les Britanniques, il y avait les Soviétiques d'un côté, et puis les Britanniques étaient un peu la dernière force qui restait des Alliés de l'autre côté, et les Britanniques étaient en train de sombrer petit à petit. À cause de quoi, d'après vous? Oui? Un blocus, et donc la famine. En fait, le gros problème des Britanniques, à ce moment-là, c'était juste de manger. C'était juste d'avoir des biens de base pour pouvoir survivre. Et le problème, c'est que pendant la guerre, ils ne pouvaient pas envoyer tous leurs paysans
cultiver les terres. Et du coup, le plus simple, c'était d'essayer d'avoir des alliés, des Américains, qui leur envoyaient de la nourriture. Et donc, ils leur envoyaient de la nourriture via des bateaux, sauf que le problème, c'est que les nazis avaient énormément de sous-marins dans toute l'Atlantique qui descendaient beaucoup des bateaux. Et Winston Churchill, Premier ministre anglais à cette époque-là, disait que la seule chose qu'il craignait, enfin il l'aura dit plus tard, que la seule chose qu'il craignait vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était les navires, les sous-marins nazis. Parce que les sous-marins nazis pouvaient mettre les Britanniques dans une situation telle qu'ils auraient été forcés de capituler, ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus dur pour les Britanniques. Il y a beaucoup d'historiens qui estiment que, en décodant Enigma, en fait, les cryptographes britanniques ont pu savoir où étaient les sous-marins nazis. Et du coup, pour pouvoir, il suffisait de les éviter, quoi. Une fois que vous savez où sont les sous-marins, c'est très facile, vous les évitez. Et du coup, le ravitaillement des forces britanniques était beaucoup plus facile. Et selon certains historiens, ça a permis de raccourcir la guerre de 2 à 4 ans, voire d'en changer le sort. Donc là, vous voyez quand même un exemple où le décodage d'un code, notamment par des mathématiciens, notamment par Alan Turing, a permis vraiment de changer peut-être le cours de l'humanité, en tout cas de sauver 2 ou 4 ans de guerre, sachant que pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était des dizaines de millions de morts par an, ça représente des dizaines de millions de vies qui sont sauvées par le travail de décodage de Turing et ses compères. Donc vraiment, je pense que c'est un épisode assez remarquable sur l'effet des mathématiques dans nos sociétés. Et aujourd'hui encore, cet effet des mathématiques est peut-être encore plus important que jamais aujourd'hui avec Internet et tout ça. Alors, donc ça c'était l'introduction un peu historique. Donc on va un peu rentrer dans le bain, on va parler de codage assez simple. Donc ça c'est un code assez simple, est-ce que quelqu'un est capable de le décoder ? C'est Jules César. Jules César, donc il fallait remonter 3 lettres en haut. Quoi. J'ai donné la réponse trop tôt, quelques secondes trop tôt, tout à l'heure. Donc le codage de César, bon, je pense que vous le connaissez, donc c'est un codage par décalage. L'idée c'est qu'on a des lettres, on écrit les lettres de l'alphabet, on fait copier-coller, et puis on décale. Donc ici en fait il fallait décaler de 3 unités vers la droite pour pouvoir décoder le message. Donc bon, il y a X, Y, Z qui dépasse, on le remet au début, et ensuite on traduit, le M devient un J, le X devient un U, et ainsi de suite. Donc ça donne Jules César. Combien y a-t-il de codes de César ? 26. 25, 26. Bon, moi j'ai écrit 26, hein, mais 26 dont un qui est bien sûr trivial, qui est le code qui consiste à rien faire. C'est souvent utile en maths de compter les trucs triviaux. Triviaux, ça veut dire évident, c'est le code qui fait rien. Mais c'est souvent utile de considérer les codes triviaux parce que ça simplifie souvent le comptage souvent et même les structures des objets mathématiques. Donc pour pouvoir décoder ça, si on savait que c'était un code de César, il suffisait de tester toutes les possibilités. Il y en a 26, donc c'est faisable, hein, ça prend un peu de temps. Quoique quand même, ils étaient arrivés assez vite. Mais ça prend. Mais voilà. Et puis il y a un seul mot, bizarrement, dans tous ces mots, il y en a un seul qui a un sens. C'est quand même quelque chose d'assez remarquable hein, sur la langue française. C'est une propriété de la langue finalement. Le fait que sur 26 tirages au sort, on pourra considérer des tirages au sort, il y en a un qui était en fait reconnaissable. Alors, une petite remarque sur le code de César. La manière de coder le code de César, ça consiste à décoller le deuxième alphabet de 3 rangs vers la gauche. Bizarrement, quand on décale 3 vers la gauche, sachant que l'autre c'était vers la droite, on a envie de dire que c'est moins 3. Du coup, d'une certaine manière, on a fait 3 moins 3 et on est revenu au point de départ. C'est un peu comme si on avait additionné 2 codes de décalage. Et là, je parle d'addition, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est une vraie addition. C'est une addition qui est très, très, très étudiée, en fait. Et Razvan vous parlera non pas l'addition de décalage, mais de la composition de permutation. On verra ça. Alors, un autre code qui est assez connu et que vous avez sans doute vu, c'est le code par substitution.
Donc là, cette fois, on va mélanger les lettres en bas. Combien y a-t-il de... Et donc, ensuite, pour pouvoir coder, le J, on regarde, là, il est associé au C, le U, il est associé au T, et ainsi de suite. Donc ça nous donne le message codé. Combien y a-t-il de codes de substitution? 26 factoriel. Vous pouvez expliquer juste un peu le raisonnement rapidement derrière ce 26 factoriel? Oui. Sur le A, par exemple, il y en a 26 solutions, puis sur le B, il y en a 25, etc. Jusqu'à ce que le Z trouve la lettre. Exactement. Donc en fait, pour la première lettre, on a 26 possibilités, 25 pour la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière lettre où il n'y a plus qu'une possibilité. Donc c'est ce qu'on note aussi 26 factoriel avec un point d'exclamation. Vous avez une idée de combien ça fait à peu près 26 factoriel? Une petite estimation à la louche? Sans calculatrice. Ça fait quoi? Ça fait 100, 1000, 1 million? 1 milliard? 1000 milliards? Les nombres sur la première ligne, ils sont plus grands que 10 chacun. Ouais. Donc c'est plus grand que de niquer 10 fois 10 fois 10 fois 10 sur toute la première ligne. Donc, en gros, il y a 26 nombres. Et si on est très approximatif, leur ordre de grandeur à chaque fois, c'est à peu près 10. Donc on multiplie 26 nombres tous à peu près 10, ça fait à peu près 10 puissance 26 à la louche. C'est une estimation à la louche. En fait, c'est pas loin de la vérité, c'est parce que je connaissais le résultat. Donc en fait, c'est 4 fois 10 puissance 26. Bon, voilà. Alors 4 fois 10 puissance 26, c'est beaucoup. C'est pas évident à dire, mais c'est vraiment, vraiment beaucoup. Hein. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'un milliard. Donc par exemple, si on se mettait toute l'humanité ensemble et que chacun avait testé une possibilité de décodage par substitution par seconde, ce qui est très, très rapide, ou plutôt si on donnait à un ordinateur la tâche de tester toutes ces combinaisons, sachant qu'un ordinateur fait à peu près 1 milliard d'opérations par seconde, c'est les gigahertz sur les ordinateurs, il faudrait quand même 10 puissance 26 divisé par 10 puissance 9, donc ça c'est la vitesse, ce qui fait 10 puissance 17 secondes. 10 puissance 17 secondes, ça fait en année combien à peu près à la louche? Des idées? Ouais. Oui, je vais juste vous donner la solution. Ça fait des milliards d'années de calcul. En gros, 1 milliard de secondes, c'est à peu près une année. Mais pourquoi tu as divisé par 10 puissance 9? Parce que Comment on sait que c'est ça la vitesse des ordinateurs? Donc la vitesse des ordinateurs, là, j'ai supposé que c'était un gigahertz. Donc giga c'est 1 milliard. Hertz, c'est par seconde. 1 hertz, c'est par seconde. Bon. Donc ça représente des milliards d'années de calcul même pour un ordinateur. Donc c'est pas faisable même par un ordinateur moderne. Bon, à l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur moderne. Donc, mais bon, avec même si tout le UK, tout le Royaume-Uni se mettait ensemble pour essayer de décoder le truc, ils n'y seraient jamais arrivés en un temps raisonnable. Vous pouvez voir aussi la probabilité de trouver une réponse au bout d'un an, c'est 1 sur 3 milliards. Aucune chance. Alors, comment casser un code par substitution? On ne peut pas tester toutes les possibilités, on ne peut pas utiliser ce qu'on appelle la force brute. Du coup, il faut être un peu plus intelligent. Oui. Utiliser la méthode d'Al-Kindi qui consiste à analyser les fréquences en fonction des fréquences des lettres dans la langue étudiée. Exactement. Ce que je vais faire, c'est que je vais supposer que vous aviez trouvé. Comme ça, on va faire ça, c'est juste pour avancer. Donc normalement, vous auriez dû trouver cette phrase, qui est le code déposé. Donc je suis sûr que vous auriez réussi si vous avez plus de temps. Donc cette méthode, comme vous savez, elle s'appelle c'est la méthode d'Al-Kindi, qui était un savant perse donc à Bagdad, à la Maison des Sagesses, au IXe siècle. Donc à cette époque-là, le Bagdad en particulier, et puis l'empire musulman à cette époque-là, était au sommet. Hein, c'était là que tout le savoir était regroupé, pour plusieurs raisons, notamment parce que la religion poussait beaucoup les savants
à s'informer à cette époque-là, mais aussi parce que Bagdad était en fait au carrefour des civilisations. Ils ont récupéré les manuscrits des Grecs anciens à l'ouest et de l'Égypte, et ils ont récupéré aussi tout le savoir des Indiens et des Chinois à l'est. Et notamment à la même époque, il y avait aussi à la même époque, il y avait un autre savant de la maison des Célestes qui s'appelait Al-Khwarizmi, qui a donné le mot pour algorithme. En fait. Al-Khwarizmi, si je le prononce mieux, c'est un truc du genre Al-Khwarizmi, je ne vais pas trop essayer, mais en gros, c'est ce qui a été transformé en algorithme. Et à cette époque-là, du coup, il y a énormément de percées qui ont été faites dans la compréhension de ces mathématiques. Alors, le principe de base d'Enigma, je ne sais pas si vous le connaissez, mais le principe de base d'Enigma, c'est qu'on va essayer de trouver un codage qu'on ne peut pas casser avec cette méthode par analyse de fréquence. Et l'astuce d'Enigma pour ce faire, c'est de changer la permutation qui va être utilisée pour chaque lettre. Donc, en gros, on va avoir une espèce de cahier comme ça, où, donc là, il y a l'alphabet dans l'ordre, et à chaque ligne, il y a une nouvelle permutation des lettres. Et pour la première lettre, on va utiliser la première ligne. Pour la deuxième lettre, on va utiliser la deuxième ligne, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Du coup, par exemple, si je demande d'encoder Al-Kindi, ça va commencer par un X, LY, le K, T, et ainsi de suite. Ouais. Alors, vous pouvez me demander, du coup, mais d'où viennent ces lettres? Enigma, c'est une machine. C'est pas des phrases toutes faites. L'astuce d'Enigma, en fait, c'est d'avoir une machine qui va avoir des configurations internes. En fait, elle va avoir trois roues, trois rotors. À chaque fois que vous tapez une lettre, il y a un rotor qui va tourner et ça va changer la configuration. Et en fait, quand j'écris ça, la première ligne, ça correspond en fait que dans la configuration initiale de la machine Enigma, si j'appuie sur le A, ça devient un X. Si j'appuyais sur un B, ça devenait un E. Mais ça marche que pour la configuration initiale. Dès que j'appuie sur un bouton, il y a un rotor qui tourne. Et ça correspond à la deuxième ligne. Si j'appuie sur un troisième bouton, ça va tourner encore, ça va passer à la troisième ligne, et ainsi de suite. Alors, Enigma, c'est une machine finie. Donc, d'un moment, en fait, le premier rotor, quand il aura fait un tour, il va entraîner le deuxième rotor. Puis, le deuxième rotor, quand il aura fait un tour, il va entraîner le troisième rotor. Et quand le troisième rotor aura fait un tour, on sera retourné à la situation de départ. En fait, donc chaque rotor avait 26 positions, correspond aux 26 lettres de l'alphabet. Et du coup, le nombre de configurations possibles d'Enigma, de configuration initiale en tout cas, c'est 26 pour le premier rotor, fois 26 pour le deuxième, fois 26 pour le troisième. Donc 26 fois 26, ça fait 676, fois 26, ça fait 17 576. Vous me croyez? Je l'ai appris avant de venir. Je ne suis pas une machine à calculer. Et sauf que c'est pas tout. Donc Enigma, donc il y a ces rotors, mais en fait ces rotors, en fait, on peut les mettre dans l'ordre que l'on veut. Bon, le truc, c'est qu'une fois que vous avez choisi l'ordre, lorsque vous tapez, elles resteront dans cet ordre. Mais avant de choisir la configuration, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel vous mettez Enigma. L'ordre de ces trois rotors. Donc il y a trois rotors. Combien y a-t-il de façons de les ordonner? 6. 3 pour le premier, 2 pour le deuxième, 1 pour le dernier. Et il y a encore un autre truc dans Enigma, c'est ce qu'on appelle le plugboard. Je sais pas. Donc on a les 26 lettres de l'alphabet, et on peut les joindre avec des câbles, on peut former n'importe quelle paire que l'on veut. Et au début, Enigma avait 6 câbles. Du coup, on peut former 6 paires que l'on veut avec ce câblage. Et donc ça fait combien de câblages possibles? Je ne suis pas habitué à ce genre de classe. D'habitude, quand je pose des questions en classe, personne ne répond. Personne ne réfléchit. Vous êtes trop actifs. Oui, il y a quelqu'un qui a une idée? 26 factoriel divisé par 20 factoriel. Divisé par 20 factoriel. Première proposition à battre. Oui. Moi, je dis 26 vectoriel fois 6. Fois 6. Ok. Alors, comment est-ce qu'on... Alors, je vais vous proposer une autre façon de compter. Bon, en fait, c'est pas les bonnes réponses. On va essayer d'avancer un petit peu. Oh, mince. Donc, pour pouvoir compter les paires, en fait, on va choisir d'abord les lettres une par une. Donc imaginez, on a un câble
avec le câble, il faut mettre sur une première lettre, et puis l'autre bout à une deuxième lettre. Donc par exemple, imaginons que je veuille mettre par exemple le E avec le O. Ça, c'est mon premier câblage. Ensuite, je prends un deuxième câble, et puis disons que je branche le R avec le N. Et ainsi de suite, je vais mettre une troisième paire, disons le P avec le Q. Et en gros, une fois que j'aurai fait tous mes câblages, j'aurai écrit 6 lettres. Combien y a-t-il de façons différentes d'écrire combien y a-t-il de façons d'écrire 12 lettres, parce qu'il y a 6 câblages. Combien y a-t-il de façons d'écrire 12 lettres dans l'ordre, comme ça? Donc là, j'ai 26 possibilités de choix de la première lettre. 25 pour la deuxième, 24 pour la troisième, 23. Il y a 12 lettres. Ok. Donc il y a 26 factoriels divisé par 14 factoriels, façon de choisir les 12 lettres dans l'ordre. Okay. Une fois que j'ai cet ordre, je sais en fait quel est le câblage que je vais utiliser. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs ordres possibles des lettres pour obtenir le même câblage. Par exemple, si j'avais écrit OE à la place de EO, j'aurais eu exactement le même câblage. Okay. Et en fait, pour chaque paire, je peux inverser les lettres. Donc pour chaque paire, en fait, je l'ai compté 2 fois. Pour chaque paire, je l'ai compté 2 fois. Donc il y a 6 paires. Il faut que je divise ça encore par 2 puissance 6. 2 puissance 6 correspond, chaque 1,5 correspond à l'inversion de lettres dans une paire. Et c'est pas tout aussi, parce que j'aurais pu écrire E, O, P, Q, R, N. Ça aurait fait le même câblage. Donc l'ordre dans lequel j'ai choisi mes paires, ça donne le même câblage. Combien y a-t-il de façons d'ordonner ces paires? 6 factoriels. Il y a 6 choix de la première paire, 5 pour la deuxième, et ainsi de suite. Donc il faut diviser par 6 factoriels. Okay, donc si je récapitule tout ça, ça me fait... Donc il y a 3 choix pour le premier rotor, dans les ordres des rotors, 2 pour le deuxième, 1 pour le troisième. Il y a 26 positions possibles du premier rotor, 26 positions possibles du deuxième, 26 pour le troisième. Il y a le choix ordonné des 12 lettres, c'est 26 factoriels divisé par 14 factoriels. L'ordre des 6 paires ne compte pas, il faut diviser par 6 factoriels. L'ordre dans chaque paire n'importe pas, il faut diviser par 2 puissance 6. Et c'est là que l'enregistrement a un peu foiré, donc toutes mes excuses. Mais désolé aussi pour le live, pour ceux qui ont essayé de se connecter, ça n'a pas marché, le Wi-Fi n'a pas été assez bon sans doute. Bref, donc je vais finir ma présentation et après il y aura celle de Razvan qui a été bien enregistrée. Donc le nombre de configurations que l'on a de la machine Enigma est, si on fait le calcul, 10 puissance 16. Ça c'était en fait avant 1939. En 1939, en fait, il y a eu plus de rotors qui ont été ajoutés et plus de câbles pour relier les lettres. En fait, on avait 8 rotors après 1939, notamment dans la marine nazie. Du coup, ça laisse 8 choix pour le premier rotor, 7 pour le second et 6 pour le troisième. Et il y avait maintenant 10 câbles pour pouvoir relier donc 20 lettres. Et donc ça modifie les chiffres que vous voyez. Et au final, ça fait pas mal plus de configurations. Ça en fait 9 fois 10 puissance 20. Et bien sûr, on ne peut pas toutes les tester à la main. Ceci dit, Enigma n'était pas indéchiffrable. Et en fait, Turing notamment a réussi à déchiffrer Enigma. Et si c'est le cas, c'est à cause de 2 propriétés, 2 faiblesses finalement d'Enigma. La première, c'est que les messages envoyés par les nazis ne sont pas arbitraires. Et ça va permettre de savoir quels sont les types de messages que l'on doit obtenir lorsqu'on les a décodés. Et l'autre propriété, l'autre faiblesse qui est plus de la machine Enigma, c'est le fait que toutes les permutations qu'utilise Enigma en fait ne sont pas arbitraires et elles ont certaines propriétés, en particulier ce sont des produits de transposition. Mais ça, je vais laisser Razvan vous en parler. Bonjour, je m'appelle Razvan Barbulescu, je suis co-organisateur du concours Altindi et je vais vous parler de comment on a cassé Enigma. On va voir qu'il y a plein de mathématiques dedans. Donc d'abord, il faudra que je vous rappelle ce que c'est qu'une permutation parce que ce n'est pas au programme du bac. Ensuite, je vais vous parler des machines Enigma et ensuite comment ça a été cassé par les Polonais et ensuite par les Anglais, parce que c'était dans cet ordre-là. Donc une permutation, c'est une façon d'arranger un objet.
Donc, tout simplement, les mathématiciens vont la représenter en écrivant les objets en haut, et ensuite on écrit les objets dans leur nouvel ordre. Et voilà, par exemple, 1 va dans 2, 2 dans 3, 3 dans 1, et 4 et 5 sont inversés. Et ensuite, on peut parler de la permutation inverse. Est-ce que vous voyez ce que ça devrait être? C'est le fait de remettre en place les objets. Donc, si A va dans B, et B dans C, et C dans A, pour trouver la permutation inverse, je dois dessiner des flèches rouges. Et ensuite, je prends la symétrie axiale de ça. C'est la permutation inverse. Donc, si A allait dans B, la permutation inverse envoie B dans A. D'accord? Et certaines personnes, les informaticiens, pour calculer la permutation inverse, ils font la chose suivante. Ils écrivent la permutation. Ensuite, ils échangent les deux lignes, comme ça. Et ensuite, la partie haute n'est pas bien. Elle doit être dans l'ordre trié, et ce n'est pas le cas. Donc, on va trier la partie haute. Et c'est bon, et ça, c'est la permutation inverse. C'est comme ça qu'on fait. Si pour de vrai, quelqu'un nous demande de calculer des permutations inverses, on fait comme ça. Et c'est un théorème mathématique qui dit si vous appliquez une permutation et ensuite la permutation inverse, par définition, vous arrivez, ça revient à rien faire. Mais par contre, un tout petit peu moins évident, c'est le fait que si vous commencez par appliquer la permutation inverse, ensuite la permutation normale, ça revient aussi à rien faire. Parce que vous appliquez la permutation rouge, ensuite la permutation noire, donc flèche rouge, ensuite flèche noire, ça revient quand même à rien faire. Voilà. Et une question qui arrive souvent, donc quelque chose qui apparaît très naturellement sur les permutations, c'est, imaginez-vous que vous avez une équipe de joueurs de foot qui sont assis dans un bus. Ensuite, vous dites qui sont assis sur une rangée de cinéma. Ensuite, vous dites celui qui est assis sur la position 1 doit aller sur la position 10. Ensuite, vous dites celui qui est sur la position 10 doit aller sur la position 3. Et ainsi de suite. Et vous répétez la permutation. Au bout d'un moment, ils vont revenir à leur place de départ, tous. Mais on peut se poser la question, quelles sont les places sur lesquelles a été, à des moments différents, le footballeur numéro 1? Donc, si je regarde la permutation que j'avais au départ, si je regarde qu'est-ce qui se passe avec le numéro 1, je vais voir qu'il va arriver sur la position 2. J'applique de nouveau la permutation, il va arriver sur la position 3. J'applique de nouveau, il arrive sur la position 1. La permutation qui envoie 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 1. Elle va faire ça. Donc du coup, 1 ne sera jamais sur la position 5. Et là, j'ai fait une typo comme, bien sûr, 4 va arriver sur la position 5, ensuite 4, ensuite 5, ensuite 4. Donc 4 et 5 sont sur la même orbite, et 1, 2, 3 sont sur la même orbite. C'est un peu comme dans le système solaire, vous avez des planètes qui ont chacune leur orbite, sauf les astéroïdes qui partagent tous une orbite. Pour les permutations, c'est pareil, les éléments sont groupés dans des orbites. Voilà. Et il y a quelque chose qu'on pourrait s'intéresser, c'est quelle est la taille des orbites d'une permutation. Par exemple, la permutation qui ne fait rien, la permutation identité, elle n'a que des orbites de longueur 1. Par contre, la permutation qui envoie tout le monde sur son suivant, donc 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, et ainsi de suite, elle a une seule orbite qui implique tout le monde, qui contient tout le monde. Donc à une permutation, on lui associe quelque chose comme on dirait son poids, une propriété qui lui correspond, qui s'appelle le motif de décomposition. Donc voilà, ça c'est un truc que les mathématiciens ont inventé parce que c'est intéressant et c'est amusant. Mais on verra que ça a des implications pour Enigma. Donc
Comment ça a commencé Enigma? C'est ce que Lé vous a raconté. On veut contrecarrer Al-Kindi. Donc, pour contrecarrer Al-Kindi, on utilise une substitution pour chiffrer la première lettre, une deuxième substitution pour la deuxième lettre, troisième substitution pour la troisième lettre. Et ça, on pourrait normalement le faire avec un cahier sur lequel on a écrit une substitution sur chaque page et on tourne les pages. Mais c'est fatigant, donc on utilise des machines pour faire ça. Et l'idée, ça a été créé par un ingénieur qui s'appelait Scherbius. Donc l'idée, au début, il y a un brevet vers 1918, mais la commercialisation, c'était en 1923. Et son idée, c'était assez pacifique comme démarche. Lui, il voulait tout simplement que les entreprises commerciales gardent leurs secrets industriels. Donc, qu'ils communiquent, les ingénieurs d'une entreprise, disons de Mercedes, auraient pu communiquer de façon chiffrée. Et pour ça, ça coûtait l'équivalent de 30 000 € pour l'acheter, mais c'était un échec énorme. Personne n'a acheté la machine. Donc, personne, pendant 3 ans, sauf qu'après 3 ans, c'était le grand lot. Après 3 ans, c'était l'armée allemande qui a acheté. Et là, il est devenu tout d'un coup très riche, très important. En 1931, le ministère français de la Défense a payé une taupe chez les services secrets allemands et a obtenu le plan d'Enigma. Donc, ils savaient exactement comment sont câblées les machines Enigma. En 1933, les mathématiciens polonais cassent les codes. Et ils peuvent lire les messages militaires des Allemands. C'est juste que Enigma a été modifié petit à petit tout au long de la guerre. Donc, au début de la guerre, la machine était déjà cassée, mais ces modifications n'étaient pas cassées. Donc, les Anglais devaient encore casser. Et en 1940, le gouvernement anglais est allé dans les universités et ils ont embauché des mathématiciens. Donc c'est un peu les gens un peu farfelus, les mathématiciens un peu dans leur monde qui font de belles choses pour leur beauté. Quand c'est la guerre, on va faire appel à eux. C'était assez bizarre comme situation. Et pour l'occasion, ils ont construit l'ordinateur Colossus, qui est le premier ordinateur du monde qui a été utilisé pour de vrai. Donc 2 ans auparavant, les Allemands avaient fait un ordinateur, mais c'était seulement pour le mettre au musée. Le premier ordinateur qui a résolu des tâches importantes, c'était Colossus pour casser les codes des Allemands. Donc, comment ça marche Enigma en fait, au fait? Ça ressemble à une machine à écrire, à un clavier. Et du coup, il y a besoin de 2 soldats pour envoyer le message. Il y a un soldat qui tape le message, qui lit sur un papier, il le tape. Et un deuxième, quand il tape, il y a des lumières. Ici, ce sont des lumières qui s'allument. Par exemple, quand on appuie sur la touche A, on va voir le L qui s'allume. Dans ce cas, le deuxième soldat va noter L. Donc, c'est le code. Et ensuite, ils envoyaient par la radio. La technologie pour envoyer par la radio, c'était très très bien connu et c'est très facile. Il y a même des radios amateurs. Et ensuite, ils écoutaient la radio, les autres, sur la bonne fréquence. Et y compris les Anglais, donc y compris les ennemis, tout le monde a écouté la radio. Et là, ils avaient le message chiffré, codé en morse, donc envoyé sous forme de morse, donc des tirets courts et longs. Et à la fin, une personne tapait le message reçu, par exemple, appuyait sur la lettre L, et c'était l'ampoule A qui s'allumait. Donc la machine réglée d'une certaine façon permettait de chiffrer et permettait de déchiffrer. Et donc il y avait des réglages possibles sur la machine Enigma qui étaient faits chaque matin. Donc chaque jour à minuit, donc très tôt en fait, en quelque sorte. On commençait par brancher des câbles qui correspondaient à échanger des lettres. Et ensuite, on réglait des rotors à une certaine position. Donc, les Anglais connaissaient exactement comment elle était faite, la machine Enigma, connaissaient les câblages.
ce qu'ils ne savaient pas, c'était quelle est la combinaison des trois roues qu'on appelle rotor, dans quel ordre on les a placés et quelle lettre on a relié. Et ce qui se passe, c'est qu'on appuie sur la touche A, il y a un fil qui commence à exister, il y a une relation, il y a un fil qui relie la lettre A par les rotors. Les rotors, c'est des mélanges, quoi. C'est des mélanges. On a un fil qui se crée. Les rotors, ce sont dans chaque roue, il y a des fils électriques. Et ce sont, les fils, quand les rotors bougent, les connexions se font différemment. Donc il y a d'autres chemins qui apparaissent et qui disparaissent quand on tourne les roues. Donc au moment initial où on a la lettre A, il y a un chemin qui passe par les rotors, arrive dans une pièce qui ne fait que relier une lettre avec une autre, et après repasse, retrouve un chemin par les rotors et trouve une lettre, par exemple le G. Une fois que, à la fin une fois que le G s'est allumé, la machine il y a une roue qui a tourné. Donc du coup, il y a d'autres chemins qui apparaissent. Et du coup, A sera chiffré par C dans la position suivante. D'accord? On n'a pas besoin de beaucoup de plus que ça, en fait. C'est tout ça, c'est tout ce qu'il nous faut pour comprendre comment on a cassé. Donc là, je vais schématiser Enigma. Je vais dire, les câblages mélangent les lettres, appliquent une permutation. Ce que je représente par du bleu, par un trapèze bleu. Ensuite, il y a des choses bizarres qui se passent dans les rotors, mais ça ne m'intéresse pas. Je dessine juste un trapèze jaune. Et ensuite, on repasse par la permutation, par les câblages, mais à l'envers. Donc, j'ai dessiné l'image à l'envers parce que c'est dans le sens inverse, en quelque sorte. Et donc, du coup, quand on appuie sur la lettre, sur une des lettres, on passe par le bleu, on passe par le jaune, on y va et on revient. Et ensuite, on repasse par le bleu. Donc, comment les Polonais ont fait pour casser? Ils avaient cassé ça avant la guerre. Donc, les Allemands commençaient par régler leur machine. Et ensuite, pour chaque message, ils changeaient le réglage. Chaque message était envoyé avec sa propre position des rotors. Donc, impossible de casser. Vraiment, c'est chaque message avec son chiffrement. Par contre, avant d'envoyer le vrai message, on envoyait la position des trois rotors. On commençait par envoyer 3 lettres qui correspondaient à la position des 3 rotors. Et parce qu'ils avaient peur que ça se transmette mal par la radio, on entend mal, un très long devient un très court, ils le mettaient 2 fois. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient 2 fois le triplet, par exemple ABC, ABC. Ils le chiffraient avec Enigma et ils l'envoyaient. Ensuite, ils réglaient la machine avec ce nouveau réglage, avec le réglage ABC, et ensuite ils envoyaient le vrai message. Les Polonais, ils ont utilisé seulement les 6 premières lettres de chaque message. Donc seulement les ABC, ABC. Moi, je vais les appeler alpha, beta, alpha, beta. Donc du coup, le message, la situation ressemble à ça. Disons que les Polonais ont vu écrire AZERTUIOPQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont chiffré alpha, beta, gamma, et puis des choses qui ne nous intéressent pas. Ils oublient tout ce qui se passe là, c'est trop dur, on oublie ça, on garde seulement ça, et on se rend compte que A et R sont les chiffrés de la même lettre. Donc du coup, on va faire un petit peu de transformation géométrique. Je renverse, je fais une copie de la... donc, imaginez que ça c'est la machine Enigma dans la position initiale, ça c'est la machine Enigma 3 positions plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon imagination, je fais la chose suivante, j'inverse la machine, je la dessine comme ça. Je retourne un objet, j'ai le droit.
Ensuite, je l'amène là. Donc, du coup, ce que les Polonais faisaient, c'est qu'ils mettaient deux machines Enigma côte à côte. Donc, ils ne mettaient aucun câblage. Par contre, ils essayaient toutes les combinaisons des rotors. Ils essayaient toutes les combinaisons des rotors qui ne sont pas si nombreuses que ça. Il y a seulement 17 000. Mais pour ça, ils ont fait une machine. Une machine testée 17 000, c'est 5 minutes en fait. 17 000, c'est rien comparé aux milliards qu'il y aurait si on prenait en compte les câblages. Donc, ils prenaient en compte seulement les triplettes des rotors. Et ils les essayaient tous. Et pour chacun, ils mettaient la machine Enigma dans la position correspondante. Ensuite, ils utilisaient la machine Enigma pendant 3 positions. Donc, ils appuyaient 3 fois sur n'importe quel... ils appuyaient 3 fois sur la triplette alpha, bêta, gamma. Et ils obtenaient la machine rouge. Et ensuite, ils branchaient bout à bout 2 machines Enigma. Donc, on essaye toutes les triplettes. Par exemple, je vais tester les triplets ABC. Je tape ABC sur la machine Enigma, donc j'obtiens Enigma 3 positions plus tard. Et mes 2 copies d'Enigma, je les branche bout à bout. Et ça devient une composition de permutations. Ça mélange vraiment bien les lettres. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? On obtient le dessin suivant. Qu'est-ce que ça fait aux lettres? Ça les fait passer par les câblages, ça les fait passer par les rotors rouges, ça les fait passer par les câblages, de nouveau par les câblages au sens inverse, ensuite par le rotor vert, ensuite par les câblages. Donc du coup, l'idée c'est que ça disparaît. Permutation puis permutation en sens inverse, ça s'annule. Donc en fait, on sait très bien quel est l'effet de la permutation verte puis la permutation rouge. Mais on sait, disons, que la lettre R et la lettre A sont le chiffret de alpha. Ils sont tous les deux le chiffret de la même lettre. Donc on sait qu'on a un chemin qui passe comme ça. Donc l'information qu'on récupère, c'est que le chiffret de R est envoyé sur le chiffret de A. Donc voilà, tout le travail, c'est pour dire le chiffret de R par le câblage est envoyé par une certaine permutation dans le chiffret de A. Ça ne dit pas si grande chose que ça parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire chiffret de R, chiffret de A, on ne sait pas lequel c'est. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'était que les orbites d'une permutation? Donc, les Allemands envoyaient beaucoup de messages par jour. Imaginez-vous qu'ils envoyaient, disons, 200 messages par jour, peut-être 2000 messages par jour. Donc, avec les 2000 messages par jour, on avait le temps de ramasser plein d'informations. On savait que le chiffret de R va sur le chiffret de A, ensuite que le chiffret de A va sur le chiffret de C, et ainsi de suite. Et on voyait quelle est la orbite de chiffret de R. On savait que la orbite de chiffret de R à longueur, disons, 5. Donc on savait quelle est la taille des orbites de la permutation verte puis rouge. Voilà. Donc du coup, ce que les Polonais faisaient, ils essayaient de produire la permutation verte puis rouge, c'est-à-dire ils mettaient la machine Enigma sans aucun câblage, ils testaient toutes les triplets verts, ils calculaient qu'est-ce que ça veut dire triplet rouge, tout en même temps, ça ne coûte rien. Donc ils obtenaient cette permutation et ils voyaient si elle a la bonne taille des orbites ou pas. C'est comme si, pour casser un site internet, vous avez besoin de deux mots de passe. Et vous décidez de ne pas essayer un des mots de passe, vous vous concentrez seulement sur le premier, et le site internet vous dit oui, c'est le bon mot de passe ou pas, ou ce n'est pas le bon mot de passe. Vous avez le droit de tester un mot de passe à la fois. Imaginez-vous que vous avez 2 mots de passe à deviner.
un site qui vous dit le premier mot de passe est correct ou pas, vous aide énormément. Parce que vous allez tester d'abord le premier mot de passe et ensuite le deuxième, de manière indépendante, pas en même temps. Et du coup, donc les Polonais, ils testaient toutes les... ils commençaient par trouver quelles sont les tailles des orbites de la permutation rouge-verte. Ensuite, ils testaient toutes les triplettes, donc 17 576. Et pour chacune, ils calculaient qu'est-ce que ça fait rouge puis vert et ils calculaient sa taille des orbites. Si ce n'était pas la bonne, ils la jetaient à la poubelle. Il y avait seulement quelques-unes, disons une ou deux, maximum 3, qui survivaient, qui étaient donc ils trouvaient le réglage des lettres. Une fois le réglage des lettres trouvé, il fallait encore trouver le câblage. Mais on a réussi à... Le travail qu'il faut faire, c'est d'abord trouver les triplettes des rotors, ensuite trouver les câblages, et le nombre de câblages est celui-ci. Donc on obtient un certain nombre d'essais qu'ils arrivaient à faire, disons, dans très peu de temps, clairement dans moins d'un jour, alors que s'ils avaient eu à tester en même temps tous les réglages possibles de Enigma, ça aurait été pas faisable. On est de l'ordre de 4 milliards de possibilités. Et ensuite, les Polonais, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire de la Première Guerre mondiale, c'est le premier pays qui a été envahi pendant la guerre. Donc, après 3 semaines, le pays a été conquéri. Donc, ils ont donné rendez-vous aux Anglais dans la forêt et ils ont donné tous leurs travaux. Ils leur ont expliqué comment ils leur ont donné toutes leurs notes, exactement comment ils font pour casser Enigma. Et du coup, quand les mathématiciens anglais ont été recrutés, on leur a dit déjà, il faut utiliser, vous pouvez faire comme ça. Donc, ils ne sont pas partis de zéro, ils sont partis de ça. Et par exemple, ils ont gardé le nom des machines, les machines que les Polonais utilisaient faisaient énormément de bruit, donc ils les ont appelées des bombes parce qu'elles faisaient énormément de bruit. Et les Anglais ont gardé par exemple ça. En général, donc l'idée de la méthode de travail, le fait qu'il faut construire un ordinateur qui imite Enigma, ça a été gardé par exemple. Le problème, pourquoi les Anglais ont dû refaire du travail, c'est parce que les Allemands ont arrêté de commencer leur message par alpha, beta, gamma, alpha, beta, gamma. Ils ont arrêté d'envoyer le triplet. Ils ont créé une substitution des bigrammes. Donc, ils ont créé une méthode de chiffrement très simple qui faisait sur papier et qui n'était utilisée pas du tout, sauf pour ça. Donc, au moment où quelqu'un fait une méthode de chiffrement qu'il utilise seulement pour très très peu de caractères dans toute l'histoire, dans toute l'utilisation, et les calculs sont faits à la main, là, ils n'ont pas pu casser ça, les Anglais. Donc, on n'a jamais su comment ils chiffraient les triplets, comment ils chiffraient la position de Enigma. Donc, on passe de la situation, tous les messages de la journée chiffrés pareil, on passe à la situation, chaque message chiffré avec son propre réglage. D'accord? Donc, on utilisait le réglage de machine quotidien de Enigma pour envoyer le triplet qu'on a déjà chiffré sur papier. Et du coup, voilà. Donc, la seule chose qui restait aux Anglais d'utiliser, c'était le fait que les messages étaient prévisibles. Il y avait des soldats qui étaient très très contents, très, très soucieux, qui commençaient leur journée par... je sais pas, par préparer, par vérifier que tout est en place. Ensuite, ils lisaient le cahier de Enigma, ils regardaient quel est le code, ils réglaient la machine Enigma à sa place. Et après, ils étaient tellement contents qu'ils ont tout bien fait qu'ils envoyaient un petit message pour faire un test. Est-ce que ça marche bien? Et le message, c'était rien à déclarer. Donc, il y avait des gens qui étaient trop pointueux et à cause de ça, ça a été cassé. Quelque chose que les Allemands ont essayé de faire quand ils se sont rendus compte, c'est d'introduire de langage texto. Donc, ils faisaient des raccourcis dans les messages. Mais le problème, c'est que chaque personne a ses propres raccourcis.
Donc du coup, les Anglais qui écoutaient les messages transmis par la radio, ils s'étaient habitués au style de chaque soldat. Donc ils savaient qu'un soldat est plus nerveux, un soldat est plus calme, et ils reconnaissaient, ils disaient « Ah, ce message-là, c'est lui ». Et lui, il a l'habitude d'abréger comme ça, de faire ça. Donc il savait exactement quel est le message. Et ça s'appelait des cribs. Crib, normalement, c'est un objet quelque chose qui te permet de saisir un objet, normalement. Donc, forcément, donc une fois que tu as trouvé où placer le message, ensuite, il suffit de tester toutes les positions de Enigma. Donc, mais est-ce qu'on peut faire des accélérations? En fait, Turing, c'était l'inventeur de l'ordinateur. L'ordinateur n'existait pas en fait. Mais comme c'était l'inventeur de l'ordinateur, il avait créé quelque chose qui s'appelle les machines de Turing. De façon théorique, le monde académique était très content. Mais après, c'était est-ce que pour de vrai, ton truc marche, tes machines marchent? Et là, il a été capable de superviser la construction de l'ordinateur. Et après, vous dites, mais oui, mais l'ordinateur, premier ordinateur, c'est plutôt dans les années 60, c'est ENIAC. Pourquoi je dis que c'était dans les années 40? Ce n'est pas une contradiction là? Quand on parle du premier ordinateur, je crois que c'est plutôt dans les années 60. En fait, c'est tout simple. Les militaires ont eu peur de l'ordinateur. Ils ont dit que c'est quelque chose de trop puissant. Donc, ils ont donné ordre à détruire tous les ordinateurs utilisés pendant la Deuxième Guerre mondiale, y compris les plans. Donc, aujourd'hui, il y a un musée de Bletchley Park où ils exposent des ordinateurs de l'époque. Mais c'est parce qu'il y a eu des survivants qui ont raconté comment ça marchait. Donc, c'était la mémoire des gens qui ont travaillé sur les ordinateurs qui a permis de reconstruire les ordinateurs. Mais sinon, on les avait détruits et pendant 50 ans, c'était interdit d'en parler. Il faut se dire qu'à l'époque, personne ne savait que les Anglais avaient réussi à craquer Enigma. Du coup, ce que les Anglais espéraient, c'est que d'autres futurs ennemis soviétiques utilisent Enigma et du coup, ils auraient été capables de craquer Enigma sans que les soviétiques le sachent. Et pour ça, il faut que tout ça reste confidentiel. Et le travail de Turing. Il y a eu des compagnies privées qui ont utilisé pour le secret industriel, qui ont utilisé Enigma dans les années 50-60. Mais, ou même dans la diplomatie, certains pays ont utilisé Enigma après la guerre. Donc voilà, donc ce qui était important, c'était d'utiliser des ordinateurs. Et si les Allemands faisaient l'erreur d'envoyer le message rien à signaler ou rapport météo, ça leur prenait 20 minutes pour casser. Donc en fait, on ne sait pas, justement parce que c'était interdit, parce que c'était le secret militaire de parler de qu'est-ce que ça s'est passé, mais on peut quand même deviner que c'était approximativement un message sur deux ou un jour sur deux que les Anglais pouvaient lire les messages des Allemands. Donc pendant la guerre, ils avaient un avantage par rapport à leur ennemi, ils savaient ce qu'il allait faire. Et du coup, comment on va trouver Enigma? Parce que, disons que utiliser l'ordinateur pour casser, ça prend 20 minutes. Mais je sais que c'est le mot rapport météo qu'il faut placer. Mais si j'ai reçu un message qui veut 200 positions, je dois tester ma machine avec rapport météo placé ici, ensuite avec rapport météo placé à droite, plus à droite et ainsi de suite. Donc je dois utiliser le calcul qui dure 20 minutes 200 fois, ce qui fait dépasser les 24 heures, ce qui donne aux Allemands le temps de changer leur code Enigma. Donc rien que de trouver où est-ce qu'on va placer le mot rapport météo, c'est extrêmement important. Et là, les Anglais ont trouvé l'idée suivante, ils ont regardé comment marche la machine Enigma et ils se sont rendus compte qu'à cause de son fonctionnement électronique, il était impossible qu'une lettre soit chiffrée par elle-même. Il est impossible qu'une lettre ne change pas. Donc du coup, si j'essaye de placer le mot rapport météo ici, ce n'est pas bon parce que T devrait être chiffré par T. Ensuite,
là, ce n'est pas bon parce que O serait chiffré par O. Là, c'est bon, là, ça pourrait être vrai. Là, c'est pas bon parce que T serait chiffré par T. Là, c'est pas bon à cause de R. Et là, c'est pas bon à cause de A, P et E. Donc, une observation assez simple. Le fait qu'une lettre n'a pas le droit d'être chiffrée par elle-même, ça permet de réduire beaucoup le travail. Donc, c'est ce que Lé disait. La machine ne fait pas toutes les permutations possibles. Et du coup, ce travail-là, il était fait par des fiches en papier qui produisaient à une ville à côté un village à côté qui s'appelle Barnbury. Et il faisait glisser des fiches et juste à l'œil nu, on voyait où est-ce que ça doit coller ou pas. Et du coup, comme c'est assez amusant de le faire, ça s'appelait un bamburisme. Parce que ça sonne, le nom ressemble à ce que c'est. tu fais glisser une feuille de papier et tu casses une machine super bien faite. Voilà, c'est assez ridicule. Ouais. Et bien sûr, Turing aujourd'hui donne le nom du plus prestigieux prix en informatique. C'est le prix Turing, c'est l'équivalent du prix Nobel. Parce que non seulement il a inventé les ordinateurs de machine de façon théorique, ensuite il a supervisé la construction du premier ordinateur qui a vraiment fonctionné, et ensuite il a fait un travail de développeur, de programmeur. Donc il a trouvé des astuces sur comment accélérer les calculs. C'est la chose suivante. Donc aujourd'hui, ça a l'air assez normal. C'est la chose suivante. Imaginez-vous qu'on vous donne à chacun une combinaison de Enigma et vous devez tester si elle est possible ou pas, si un triplet de lettres est possible ou pas. Et vous allez faire des essais sur votre brouillon. Vous allez dire si A va dans W, alors W va dans E. Il y a des informations que vous pouvez prédéterminer. Et ensuite, vous faites des calculs. Vous faites sur votre brouillon, ah oui, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Et tout. Donc chacun assemble sa propre information. Et ce que Turing a eu comme idée, donc Enigma c'était des petites machines qui étaient toutes positionnées l'une à côté de l'autre et qui faisaient chacune ses propres calculs. Son idée c'était de les connecter les unes aux autres de façon qu'elles partagent leur brouillon. Une fois que vous avez fait, donc quand vous faites des calculs sur votre brouillon, vous trouvez que le fait que A va dans T, ce n'est pas possible, par exemple. Alors, il faut que personne n'essaye plus tard la combinaison A va dans T. Tout le monde doit utiliser l'information que vous avez déjà essayé. Voilà, donc ça c'était le grand génie de Turing. C'est un peu comme si quelqu'un, non seulement il inventait la motocyclette, mais ensuite il devenait le champion du monde de motocyclette, de course de motocyclette. Non seulement il a commencé par mettre les bases, ensuite il a construit pour de vrai, et ensuite il a fait des avancées sur comment utiliser l'ordinateur. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Donc déjà, juste en deux mots, les Polonais ont cassé grâce à la taille des orbites, et c'est des mathématiques. C'est la taille des orbites, et c'est des mathématiques. Et les Anglais, c'était beaucoup plus dur parce que les Allemands s'étaient améliorés entre-temps. Et c'est avant tout de l'informatique qu'ils ont fait. Voilà, merci. Peut-être dire deux mots quand même sur l'importance de la cryptographie et de l'informatique. J'imagine que vous savez, tous des ordinateurs ou des téléphones, mais la cryptographie aujourd'hui, c'est vraiment central dans tout ce qui se passe sur Internet. Dès que vous vous loguez sur Facebook, quand vos messages sont écrits et que vous l'envoyez à quelqu'un via WhatsApp ou autre, tous les messages sont encodés avec des méthodes cryptographiques qui sont beaucoup plus développées que ça, qui sont beaucoup plus mathématiques aussi en nature. Ouais. Et le HTTPS, c'est ce qui va arrêter le HTTPS. Donc sur l'ordinateur, sur Internet,
d'habitude, vous voyez HTTP. S'il y a un S qui apparaît là à la fin, ça veut dire HTTP sécurisé. Ça veut dire qu'on utilise un chiffrement pour tout ce qui est pour toutes les communications. Et le chiffrement fait quelque chose de similaire à Enigma. Il commence par faire quelque chose de très compliqué, très mathématique, tout au début dans les premières millisecondes. Par exemple, RSA, que vous avez entendu parler. Et après quelques millisecondes, il commence à faire de la cryptographie de type Enigma. Peut-être un peu plus mathématique qu'Enigma. Mais c'est un peu paradoxal. Donc, quelque chose qui a été développé et utilisé pendant la guerre, en fait, est utilisé aujourd'hui sur Internet pour faire des bonnes choses. Voilà. En fait, c'est encore un problème de maths ouvert que de prouver mathématiquement que ce genre de code est vraiment sécurisé. Et en fait, avec des ordinateurs quantiques, on sait même que c'est pas sécurisé. Heureusement, ça n'existe pas encore les ordinateurs quantiques. Bref, il y a encore énormément de recherches mathématiques de pointe, vraiment, et des grosses découvertes encore à faire sur ce genre de questions. C'est pour ça que Razvan est payé. C'est pour ça que je suis payé. C'est pour ça que je ne peux pas manger. C'est à ça qu'il sert. C'est parce que c'est pas encore prouvé. C'est pas encore qu'il. Voilà. Merci.